Pour atteindre sa pleine dimension, la culture a besoin qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Naturellement, elle a besoin de fonds. Il sera question de financement. Le financement national, bilatéral et multilatéral de la culture, on en parle avec notre panel dans ce numéro de Culture et Développement. Je suis très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue. Vous regardez Culture et Développement. Et ce soir, nous allons aborder ou toucher du doigt l'épineuse question du financement de la culture. Le financement national, bilatéral, multilatéral, de la culture. C'est le thème de ce soir. Et pour en parler, nous allons recevoir sur ce plateau Docteur Désiré Ouedraogo, docteur en culture, art et développement. Il est conseiller culturel. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et c'est sûr qu'on va repartir avec plein de conseils. Donc, prenez les feuilles et les stylos et les conseils viendront juste après. Nous avons également à nos côtés le docteur Jean-Pierre Salambéré. Il est docteur en sciences de gestion, chargé de programme au bureau de la coopération suisse et agence consulaire pour Burkina Faso. Il s'occupe du programme gouvernance et démocratie ainsi que du programme culture et genre. Ça va? Oui, ça va. Merci beaucoup d'être des nôtres. Bonsoir. Merci. Alors, 2 programmes ensemble, ça se gère pas facilement? Oui, 2 programmes, ça ne se gère pas facilement, mais on se prépare pour bien le faire. Et généralement, quand on prend les dispositions, on peut très bien voir qu'il y a des domaines dans lesquels on peut commencer et planifier et avoir aussi des possibilités de synergie avec d'autres. Donc quand on parle de gouvernance, démocratie, c'est déjà lié. Quand on parle aussi du genre et de la culture, on se rend compte qu'on est toujours dans la même dynamique. Tout est une question de gestion. Tout est une question de gestion et de management. Et on ne le fait pas seul également. C'est toute une équipe, donc on a toujours la possibilité de s'entraider pour rester efficace. Alors, nous avons également avec nous M. Arjuma Soma. Il a occupé les postes de directeur de la Cinémathèque africaine de Ouagadougou, directeur de la cinématographie nationale du Burkina Faso, directeur artistique du FESFACO, ainsi qu'anciennement directeur général du FESFACO. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien. Alors, quand on est pétri d'autant d'expérience, qu'est-ce qu'on en fait à un moment donné de sa vie? On finit pas d'apprendre, on continue à apprendre et à partager avec les autres. C'est très important. Et merci beaucoup de le faire. En tout cas, je dis merci à tous ceux qui bénéficient, qui vont bénéficier, qui vont se rendre compte surtout de ce qu'on leur donne. Et nous avons également Dr Jocelyne Vokouma, maître de recherche en anthropologie au CNRST, Centre national de recherche en sciences et technologies. Elle est spécialiste en anthropologie naturellement, histoire de l'art, tissage ancien, teinture à l'indigo, textile africain. Et si je continue, on ne va pas s'en sortir parce que la liste est longue. Bonsoir. Comment vous allez faire? Et en parlant de textile africain, sans vouloir rendre les hommes jaloux, vous êtes magnifiquement bien. Il en est de même pour tout le monde sur ce plateau. On va se dire ça entre femmes. Et ça fait plaisir de vous avoir tous sur ce plateau aujourd'hui pour parler du financement de la culture. Quand on parle de financement de la culture, il y a des aspects qui immédiatement sont perçus, on va dire, par le commun des mortels très rapidement, parce que occupés par des formes d'expression à grande notoriété, comme le cinéma, la musique, peut-être la danse, le théâtre ou autre. Alors que la culture englobe beaucoup de choses
Donc aujourd'hui, au Burkina Faso, est-ce qu'il y a des systèmes pour financer la culture dans toutes ses dimensions? Et est-ce que tous les acteurs de la culture y ont droit? Donc je pose la question à l'acteur des Eldorado. Oui, merci. On peut dire que le financement a toujours été une question importante pour la mise en œuvre des politiques publiques au Burkina, notamment de la politique culturelle, parce que, comme on le dit souvent, c'est les ressources qui manquent le plus. Et donc, au niveau du Burkina, il y a des réflexions qui ont été menées pendant de très longues années et qui ont abouti, Dieu merci, à la mise en place du Fonds de développement culturel et touristique qui est opérationnel depuis 2016 et qui essaye de financer toutes les filières culturelles. C'est la situation qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui, mais à côté du fonds, il y a d'autres mécanismes qui sont parfois ponctuels. C'est les projets et programmes de développement, comme les programmes suisses, les programmes de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Oui, les programmes de la Wallonie-Bruxelles. On a aussi des mécanismes particuliers qui sont des appels à projets, qui sont lancés à l'international ou au niveau national et qui permettent à des opérateurs culturels burkinabés de postuler et d'avoir accès à des ressources pour mettre en œuvre leurs projets. Donc voilà un ensemble de dispositifs qui existent et qui accompagnent le secteur de la culture. D'accord, naturellement. Docteur Voukouma, quand on parle du financement du secteur de la culture, est-ce que votre domaine de spécialité est pris en compte ou est-ce qu'on se rend compte qu'il faut prendre en compte le secteur du textile, de l'aliment, du vestimentaire et tout ça? Toujours crois sans hésiter que le textile systématiquement est pris en compte de façon transversale. Parce que vous savez, récemment au FESFACO, nous avons discuté sur l'habillement des acteurs ou le textile. Nous avons mené un plaidoyer pour que les cinéastes regardent un peu, utilisent un peu nos matières locales pour habiller et au cinéma, au niveau du plateau de théâtre. Et les gens font l'effort, les garçons, vous les voyez habituellement, ils sont dans le style qu'on appelle en moré le bazalo, même s'il faut. Le débardeur, non débardeur traditionnel. Donc, à ce niveau, je n'ai aucun procès à faire à aucun domaine de la culture. Le textile rentre partout. Bien sûr. Et j'en sais honoré. Absolument. Mais justement, du fait qu'il rentre partout, parce que nécessairement, il faut s'habiller. Et aujourd'hui, on peut se dire, oui, la mode commence à se porter mieux parce que notre textile, il est en train de quitter un peu le cadre de la tenue traditionnelle pour devenir une tenue habillée, tranquille, que tout le monde va avoir dans sa garde-robe. Est-ce qu'au nom de cela, on a encore un regard spécifique et particulier dédié au textile? Est-ce qu'il est partout et pris en compte par tout le monde? Est-ce qu'individuellement, il compte? Il compte parce que la particularité du textile, c'est qu'il renferme plusieurs dimensions. Il y a l'économique, il y a le culturel et le culturel. Et tout cela fait que, par exemple, celui qui fabrique, l'artisan fabricant, lui est produit. Mais l'utilité ou l'utilisation que chacun de nous va en faire varie en fonction du domaine dans lequel il se trouve. Donc, parlant du financement, tout dépend. Vous voyez, quand j'ai dit sous le double angle triple culturel et économique, celui qui vend et celui qui veut acheter pour le porter ne demandera pas un financement, mais quelqu'un qui a un projet artistique ou culturel doit habiller ses acteurs. Là, il va monter un budget qui intègre l'habillement des acteurs. Bien sûr. Donc, à ce niveau, le textile s'en sort très bien quand même. Tant mieux, oui. Dieu merci. Mais quand même, il réussit à se positionner comme incontournable et indispensable. Naturellement. Voilà.
Mais en parlant tantôt de budget pour financer l'habillement des acteurs, et du coup on arrive dans le secteur du cinéma, parce que de certains avis de designers ou de créateurs de mode qui reprochent aux réalisateurs de ne pas suffisamment prévoir de budget pour qu'eux puissent avoir la latitude de travailler, et au cinéaste de dire que même lui n'a pas suffisamment de budget pour la totalité de son film. Donc, comment on finance un film et comment on prend en compte tout ça pour qu'à la fin, on puisse dire le textile a eu sa place, le décor ambiant a eu sa place, toutes les formes d'expression qui peuvent se retrouver dans un film ont été intégralement pensées depuis le début, prises en compte et financées à hauteur de ce que l'on souhaite pour que l'œuvre cinématographique puisse être au rendez-vous de ses promesses. C'est ça. Grande question. Le cinéma est désigné comme étant le 7e art. C'est-à-dire que le cinéma en lui-même renferme plusieurs arts. On y trouve la littérature, parce qu'au départ, c'est de l'écrit. On y trouve de l'art plastique un peu partout, les montages des décors, les tenues traditionnelles ou non, etc. Et donc, c'est une grosse machine, l'industrie du cinéma. Et pour pouvoir effectivement faire un film qui prenne en compte suffisamment tous les différents arts pour en faire vraiment une véritable œuvre du 7e art, ça nécessite un budget important. Okay. Pour faire de la création de décors. C'est la création de décors quand vous regardez certains anciens films comme Wayne Couney. Le village où le film a été tourné a été entièrement construit et décoré par la production. Ça demande beaucoup d'argent. Ensuite, il faut concevoir et fabriquer les costumes. Ça demande beaucoup d'argent. Il faut quelquefois trouver les objets, les matériels d'époque, etc. Donc, c'est énormément d'argent. C'est pourquoi, quelquefois, quand on annonce le budget d'un long métrage et qu'on parle de 600 millions de francs CFA, 900 millions de francs CFA, les gens sursautent. Un tel montant pour un seul film dans un pays où on a besoin d'argent pour construire des écoles, etc. Donc, du coup, ce n'est pas évident. Et ça nous amène à ce qu'on appelle de plus en plus aujourd'hui les budgets low cost. Ça se prononce mieux en anglais. En français, on dit petit budget. Bon. Donc, les films à petit budget. Donc, quand vous devez faire un long métrage et vous n'avez que 20 millions de francs CFA pour faire le long métrage, vous allez accorder la priorité à la mise en boîte du film, au paiement des acteurs. Donc, vous allez choisir votre décor en fonction de votre budget. Donc, votre propre maison risque d'être le décor. Vous allez demander à chaque comédien de venir avec sa valise sur le plateau et en fonction donc des plans, le décorateur ou le costumier va l'accompagner à la valise pour choisir des habits. Voilà. Donc, je pense que tout est une question d'argent pour qu'on puisse effectivement faire un cinéma qui prenne en compte sa nomenclature de 7e art en entraînant en même temps tous les autres arts. Parce qu'on a de belles choses à montrer en Afrique. Mais pour qu'on puisse les montrer, effectivement, le cinéma est le meilleur outil pour faire la promotion de tout cela. Mais encore faut-il mettre beaucoup d'argent dedans. Par le passé, nos cinémas ont bénéficié de beaucoup d'argent. Il y a des films ici qui ont été tournés à plus de 900 millions de francs CFA. Et quand on voit ces films encore aujourd'hui, c'est des films qui ont de l'envergure. On sait où sont passés les 900 millions. Voilà. On sait. Voilà. Mais de plus en plus, les guichets qui finançaient donc ces 900 millions, c'est 1 milliard par le passé. Il y a beaucoup de guichets qui ont fermé. Certains guichets existent encore, mais il y a eu beaucoup de diversification dans leur organisation, beaucoup d'ouverture à d'autres espaces géographiques, etc. Donc, rendant un peu l'accès difficile. Voilà, parce que les mécanismes aussi qui sont mis en place pour avoir accès à ces financements demandent aux producteurs un travail important de réflexion et de conception et de montage du dossier. Et quelquefois, nous n'avons pas toutes les capacités pour pouvoir remplir ces conditions. Le métier, en fait, voilà. être développé, que chacun réfléchisse à son niveau et
Donc, est-ce que vous dites, on entend qu'à l'échelle nationale, c'est difficile d'avoir un financement pour de la production qui répond à un certain niveau d'exigence? Je dirais que c'est difficile aujourd'hui. C'est difficile. Par le passé, on a eu, je crois que le Burkina même est un pays on est un peu précurseur dans le domaine du financement, notamment du cinéma. Parce qu'en 1970, le cinéma a été nationalisé au Burkina. La production, l'exploitation, la distribution, etc., avec construction des salles de cinéma et prélèvement de 15% des recettes brutes qui alimentait un fonds de développement cinématographique à l'époque. C'est ce fonds qui a permis de produire les premiers longs métrages burkinabés à 100% par l'État burkinabé. Et le même fonds a permis d'équiper une direction de la production cinématographique qui prenait en charge sur le plan technique la production cinématographique, non seulement au Burkina, mais dans toute la sous-région. On a aidé à faire des films en Côte d'Ivoire, au Mali, et quelquefois jusqu'au Gabon et au Congo. Voilà. Mais c'est un mécanisme que l'État avait mis en place avec un fonds au niveau du Trésor qui permettait donc de mener ses activités. Mais vous savez que plus tard, avec Bretton Woods, la Banque mondiale et autres qui sont arrivés avec le PASS, l'État devait se désengager de tous les secteurs industrie et commerce. À partir de ce moment, le fonds n'avait plus de source d'alimentation. Mais donc après, c'était un peu quelques petits fonds qui étaient mis en place. Enfin, fonds, c'est trop dire. Il y avait des lignes budgétaires au niveau du ministère en charge de la culture qui permettaient de donner quelques accompagnements. Et par la suite, il y a eu aussi des financements ponctuels à la veille du FESPACO. Et ces financements ponctuels existent encore aujourd'hui. Dernièrement, c'était 1,5 milliard pour le dernier FESPACO. Et puis, on a eu les MDC, le MDCT, etc. Mais de plus en plus, comme on parle de films low cost, et ces films low cost arrivent effectivement à alimenter une industrie locale du cinéma. Parce que c'est avec ces films qu'aujourd'hui, nos salles de cinéma arrivent à montrer des films, arrivent à être en activité. Donc, quelquefois, vis-à-vis des financiers, ils ont tendance à dire, mais vous dites qu'il faut 900 millions pour un film. Voilà celui-là a fait, c'est un film à 20 millions et il fait ça comme à Neroya, à Burkina, Siné Sagnon, à Boubon. Et il arrive à faire 3, 4, 5 films par an. Donc, c'est ça l'économie à l'échelle nationale. Mais en même temps, ce n'est pas des films qui peuvent porter notre patrimoine. Ce n'est pas des films qui peuvent nous porter hors du Burkina. Donc, c'est un peu cela. Parce que si on pense que le cinéma a un rôle de promotion et de sauvegarde de notre patrimoine et que le cinéma doit refléter notre vécu pour les générations futures, ça, c'est un autre cinéma et qui demande beaucoup de financement. Sans les budgets, ça va être difficile d'y arriver. Alors, au niveau du programme, par exemple, culture et genre, quels sont les volets de la culture qui sont pris en compte? Merci. Bon, au niveau du programme culture, parce que le programme culture, c'est à part. Voilà, genre aussi, c'est à part. Et au niveau du bureau de la coopération suisse, c'est beaucoup plus des appuis qui sont adressés en termes de 4 modalités. D'abord, on a des appuis aux opérateurs culturels. Et là, on a beaucoup plus des filières comme le cinéma et puis le théâtre. D'accord. Et puis, on a aussi l'appui au Fonds de développement culturel et touristique. Voilà, il faut souligner que la Suisse a contribué dès le départ à la création de ce fonds-là. Et nous avons un appui en ressources fongibles, c'est-à-dire que ce n'est pas ciblé, mais ça permet d'offrir, en tout cas à travers les appels à projets, des financements à des opérateurs culturels. Et à ce niveau, généralement, c'est juste insister pour qu'on prenne en compte certains aspects qui vont améliorer l'accès au financement, par exemple pour les jeunes et puis pour les femmes, et qu'il y ait aussi une forme de décentralisation culturelle, que tout ne soit pas concentré à des projets qui sont à Ouagadougou, voilà, et qu'on fasse l'effort de toucher aussi les zones rurales, périurbaines, etc. Et nous avons aussi ce qu'on appelle des appuis de petites actions. Les petites actions, c'est généralement
Et étant donné que nous sommes dans une démarche programmatique, on accompagne des opérateurs culturels qui ont une certaine capacité. Et en dehors de ça, il peut arriver que quelqu'un ait une idée qui est vraiment innovante, très très intéressante. Et bon, on n'avait pas pensé à ça au départ. Ou bien ça arrive en cours d'année. Et on regarde s'il y a en tout cas des éléments qui peuvent permettre soit de compléter ce qu'on fait, soit de démarrer une nouvelle initiative qui peut en tout cas être un levier de réflexion culturelle également, qui peut être accompagné soit par la suite, ou bien par d'autres partenaires techniques et financiers. Et le quatrième, c'est beaucoup plus le dialogue politique. Parce que là, la Suisse est beaucoup plus dans un rôle d'accompagnement et de contribution. Comme c'est un secteur de la culture, on n'a pas la prétention de vouloir vraiment financer toute l'activité culturelle du Burkina, mais de faire en sorte qu'il y ait des possibilités et de mettre en avant certaines activités culturelles qui intéressent le maximum de partenaires et qui peuvent permettre à d'autres aussi d'y contribuer. Et sur ces différentes expériences, on essaie de voir s'il y a des points sur lesquels on peut avoir matière à discuter, à dialoguer avec l'autorité publique. Et donc, ça peut permettre de voir comment on peut négocier avec les ministres ou bien avec certains acteurs d'influence au niveau national pour que le secteur de la culture ait beaucoup plus d'égards, beaucoup plus de ressources et d'accompagnement technique. D'accord. Et justement, de ce que vous dites, on se rend compte que rien qu'à l'échelle nationale, le financement national, on voit qu'il y a eu de l'évolution, il y a un effort de mise en place d'un fonds, il y a l'envie, mais les ressources peinent à suivre. Et naturellement, ça nous amène vers une coopération bilatérale ou multilatérale. Docteur Ouedraogo, quel peut être l'intérêt pour un pays tierce d'investir dans la culture, par exemple, ou dans les œuvres culturelles du Burkina Faso? C'est quoi l'intérêt d'un partenaire étranger? Alors, il y a un intérêt évident à divers niveaux parce que les pays, en général, échangent entre eux, y compris sur le plan culturel. Et donc, ces échanges justifient justement le fait que les pays veuillent bien accompagner ceux qui paraissent les plus fragiles. Et sans oublier que les différents pays du monde se sont engagés dans le cadre de la Convention 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles à faciliter le développement de la coopération culturelle internationale. Donc, à accompagner les opérateurs des pays du Sud qui ont des projets, des programmes par divers types de mécanismes qu'ils mettent en œuvre. Donc, il ne s'agit pas seulement de dons, mais finalement, c'est des opérations qui profitent aux deux parties. Lorsque vous accompagnez un opérateur culturel du Burkina qui réalise son projet, admettons qu'il réalise par exemple un film, ce film peut être diffusé dans votre pays, le pays qui a financé le projet. Et on a vu le cas au Burkina où un certain nombre de films du Burkina ont été diffusés par exemple en France. Et pour le cas des arts de la scène, le spectacle peut être diffusé largement dans le pays qui a contribué à son financement. Donc, quelque part, c'est les publics du pays émetteur du financement, ce sont ces publics-là aussi qui tirent satisfaction de la production. C'est les films en question qui bénéficient d'une coproduction à majorité étrangère, sont rarement vus ici. Les spectacles, on a l'impression que ce n'est pas forcément conçu pour notre public, peut-être lié à l'absence de cadre d'expression, mais souvent, c'est un commentaire que l'on entend. Est-ce que c'est juste une impression ou c'est dans les faits, c'est ça? Je n'ai pas l'impression que ce soit tout à fait ça dans les faits. Peut-être que dans certains domaines très très spécifiques comme la danse contemporaine, ça peut être le cas parce qu'on a encore des publics à éduquer
pour qu'ils puissent décoder les chorégraphies qui sont mises en œuvre avec des codes, par exemple, de l'Occident. Mais en dehors de ce cas-là, j'ai l'impression que lorsqu'il s'agit des autres domaines, quelle que soit la coproduction, le produit est quand même diffusé dans le pays où il a été réalisé avant d'être exporté pour être diffusé dans des pays tiers. D'accord. Il me semble. Je voulais signaler au départ que il ne faudrait pas qu'on perde de vue le fait qu'au Burkina, en matière de financement, on est dans des mécanismes de financement généralistes. Ok. Ça, c'est important à savoir. C'est des mécanismes généralistes et qui ne sont pas des mécanismes qui sont indexés sur une filière. Bien sûr. Quand bien même la loi d'orientation du cinéma dit qu'il faut créer un fonds pour le cinéma, on n'y est pas encore. On a créé le Fonds de développement culturel et touristique pour tout le monde. Mais lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, vous avez le Fonds SIC, le Fonds de soutien à l'industrie cinématographique. Au Sénégal, vous avez le FOPICA, un fonds de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Vous voyez les résultats qu'il y a dans ces pays-là qui sont en train de monter très très haut en matière de production cinématographique. Et au Burkina, on a parlé de la mode tout à l'heure. Oui. C'est un domaine aussi qui aurait pu bénéficier d'un fonds spécifique avec des accompagnements qui sont indexés sur les besoins réels de la filière. Mais pour le moment, on n'y est pas parce que les ressources sont quand même rares et le peu qu'on arrive à mobiliser, on essaye de faire en sorte que le maximum d'opérateurs culturels puissent en bénéficier. Naturellement, il ne faudrait pas que certains se sentent laissés sur le bas-côté. Tantôt, docteur Boukouma a parlé du culturel, de l'économique. En parlant de l'aspect économique de la culture de façon générale, au-delà du textile, ailleurs, quand je dis ailleurs, on va dire l'industrie culturelle est une industrie florissante qui génère beaucoup de revenus, qui est très autonome et qui même prend en charge d'autres secteurs. Mais chez nous, on est encore en train de parler de financer l'art, financer la culture. On a plus l'impression que c'est un secteur qui a une demande, qui en demande, plutôt qu'un secteur qui génère du revenu. Pourquoi ? De mon point de vue, c'est un manque d'organisation de notre part. Parce que le drainage s'organise. Je ne vous dirai jamais non plus qu'il ne faut pas le financer, parce que l'État a une responsabilité du fait que la culture, c'est une richesse nationale. C'est un patrimoine. Donc l'État, forcément, doit injecter dans ce secteur qui est... Autant on parle de secteur de souveraineté, et je pense que la culture fait partie du secteur. Je dirais même que depuis la Constitution même, on doit le proclamer parce qu'il est dans l'éducation, il est dans tout. De ce point de vue, nous n'avons pas suffisamment travaillé le côté drainage des fonds privés. C'est pourquoi j'ai parlé d'organisation. Lorsque vous dites aussi que ailleurs ça génère, c'est parce que ça a été organisé en connaissance de cause. Parce que les écoles, les lieux d'apprentissage participent même à cette manière de produire des fonds à partir des activités culturelles qui sont organisées. Donc ici, et le mécénat nous n'avons même pas cette situation ici. Nous n'avons pas les secteurs privés, en tout cas qui font du mécénat. Nous n'avons pas des individus mécènes. Donc, pour dire autrement qu'il y a des zones encore à explorer et que même si le financement drainé actuellement ne répond pas à tous les besoins, nous avons des niches en perspective qu'il faut interroger. Même les assurances peuvent financer la culture. Voilà. Mais à force de traiter tout en priorité, on laisse l'essentiel en arrière-plan. Parce que cette culture n'accompagne même pas l'éducation de nos enfants aujourd'hui. C'est ça. Aller voir les spectacles, ce n'est pas organisé, alors que ça fait partie des moments de loisirs. Bien sûr. Et le fait de ne l'avoir pas fait nous laisse aujourd'hui sur les carreaux
parce que nos enfants se sont accrochés plus à des jeux vidéo, plus que ce que nous aurons pu fabriquer localement pour qu'ils consomment culturellement, pour être des vecteurs de relève de nos traditions et valeurs qui nous fondent. Donc, il faut qu'on secoue un peu le secteur privé, que l'éducation participe aussi à intéresser les enfants et les adultes à prendre part au plateau, que les acteurs prennent du temps, puisque ici, le cinéma ne souffre pas de la même manière que les autres, les autres arts, exactement. Et il faut travailler dans cette dimension. La mobilisation du privé pour le financement est une réalité. La mobilisation des individus et des ménages qui sont censés intégrer ces habitudes, parce que principalement, si le loisir sans indexer quelqu'un, les gens passent plus le temps dans les buvettes, les bars, alors qu'on peut nourrir l'intellectuel autrement que de manger la viande. Voilà. Ailleurs, le week-end, c'est pour visiter les musées, etc. Mais il faut dynamiser tout ça et donner envie aux gens. Et c'est source de santé même, de s'épanouir par les loisirs, autre que la viande et les bars. Exactement, et c'est vrai que souvent on se dit, qu'est-ce qu'on ferait d'autre à part ça? C'est la question souvent que certains se posent. Docteur Ouedraogo? Oui, non, je voulais juste ajouter à ce qu'elle vient de dire et qui est tout à fait correct. C'est pour qu'on corrige un peu notre vision qui tente à dire qu'ailleurs tout marche bien au niveau des industries culturelles et créatives, mais en réalité, il faut savoir que un peu partout, il y a la main de l'État. Il y a des aides visibles et invisibles qui sont injectées dans les industries culturelles et créatives. Par exemple, dans le cas de la France avec le cinéma, vous pouvez compter une quinzaine ou une vingtaine de possibilités d'aide pour la production d'un seul film. Même l'affiche est accompagnée. La programmation, l'exploitation en salle, le scénario, le développement, toute la chaîne, jusqu'à la consommation par le public, là, il y a des différentes sortes d'aides comme ça qui sont octroyées aux cinéastes français. Et quand ils apparaissent, ça, c'est des parties invisibles de l'opération, mais c'est ça qui fait qu'ils ont du succès sur la scène européenne et parfois mondiale. Et ça laisse croire que, c'est du fait du dynamisme simplement du producteur et du réalisateur. Il y a l'État derrière qui a toute une politique, qui met en œuvre des mécanismes, qui prend des mesures pour accompagner de façon, on va dire, optimale l'industrie pour qu'elle soit viable. Si ça ne se met pas en place, c'est extrêmement difficile. Même le mécénat dont on a parlé là, le mécénat là, c'est pas de la gratuité. Une entreprise accepte de mettre 100 millions dans un film, mais en même temps, c'est une partie qui est détaxée. Absolument. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Alors donc, ça, c'est des mécanismes qui n'existent pas encore au Burkina et qui font qu'on n'arrive pas, comme elle a dit, à drainer suffisamment de ressources pour le secteur de la culture dans notre pays. Justement, en parlant de ça, Monsieur Soma, c'est quoi le retour sur investissement quand on accompagne la création d'une œuvre culturelle? Ça peut être quoi? Le retour sur l'investissement. Alors, je voudrais, avant de répondre, signaler que au Burkina Faso ici, on a mené beaucoup de réflexions sur la question du développement de la culture. Désiré en sait quelque chose. Les tiroirs au ministère sont remplis de centaines, de milliers de documents sur la politique culturelle qui est régulièrement relue, remise à jour. Il y a des lois qui existent pour le cinéma. Je pense qu'il y avait une loi aussi. Il y a une loi pour le livre, etc. Voilà. Et quand on prend le cas du cinéma, la loi d'orientation sur le cinéma et l'audiovisuel, c'est une loi qui est assez complète. Et cette loi a inspiré beaucoup de pays de la sous-région qui sont arrivés à prendre des corps, des lois, des décrets sur le cinéma. La difficulté au Burkina, c'est la mise en œuvre. Parce qu'il y a des pays qui sont venus nous copier et qui sont allés plus rapidement que nous et qui ont commencé la mise en œuvre. Nous, on a beaucoup de textes, mais
il manque la mise en œuvre. Désiré a parlé tantôt de fonds cinéma. La loi l'a mentionné en noir sur blanc. Mais le fonds, il n'est pas encore créé. En plus de ce fonds, la loi a précisé que l'État peut prendre d'autres initiatives pour faciliter le financement du cinéma et de l'audiovisuel. Voilà. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il peut y avoir des mesures qui vont inciter les opérateurs privés à investir dans le cinéma. Parce que l'une des grosses difficultés de notre cinéma aujourd'hui, parce que pour parler d'industrie du cinéma, il faut parler d'opérateurs économiques du cinéma. Mais on n'a pas d'opérateurs économiques du cinéma. Ça, c'est l'une des grosses difficultés aujourd'hui. Voilà. On a des opérateurs économiques au Burkina aujourd'hui qui peuvent construire des salles, qui peuvent produire des films. Mais encore faut-il que, à partir donc des textes qui existent, que d'autres mécanismes viennent pour les inciter effectivement à investir dans ce domaine-là. Parce que vous pouvez investir 2 milliards pour construire une salle. La rentabilité, là, ça va prendre combien de temps? À combien de francs on va vendre les tickets d'entrée dans la salle? Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre sur la table pour encourager donc le privé à venir nous accompagner à s'investir dans l'industrie du cinéma et l'industrie de la culture de façon générale. Le retour sur investissement, j'ai envie quand même de poser cette question à chacun d'entre vous parce que ce n'est pas la première fois et ce n'est pas le seul contexte dans lequel on nous dira qu'au Burkina, on a les meilleurs textes, mais on a un problème de mise en œuvre. À quoi bon rédiger des textes, y réfléchir longtemps pour ne pas les mettre en œuvre? Où est-ce que ça coince? Pourquoi ça ne bouge pas? Dr. Ouedraogo. Alors, Soma vient de parler du cas du cinéma, de la loi de 2004. On est en 2023. C'est ça. Et cette loi-là est partiellement mise en œuvre. Plus récemment, on a adopté une loi dite du 1% artistique. Vous en avez entendu parler. Cette loi dit que lorsqu'on construit des édifices publics ou des bâtiments recevant du public, à partir de 50 millions, on doit prévoir que 1% du budget de la construction soit affecté à la décoration de cet édifice-là. Cette loi qui date de 2017, je pense qu'elle n'est pas encore du tout appliquée, elle n'a même pas un début d'application. On a la loi sur le livre qui a été adoptée en 2018, je crois, qui crée des conditions beaucoup plus favorables au développement de l'industrie du livre et de la lecture publique au Burkina Faso. Cette loi non plus, on va dire qu'elle est vraiment partiellement appliquée. Pourquoi est-ce que au niveau des administrations publiques et des acteurs du secteur privé, on a du mal à mettre en œuvre ces textes-là? Et si je prends le cas oui, même dans les 3 cas, il faut qu'il y ait une très forte collaboration entre les parties. La loi dite de 1%, c'est une loi pour les créateurs. Donc, une fois qu'il y a eu le grand travail au niveau de l'État pour que la loi soit adoptée, quelque part, on a l'impression qu'on a atteint les objectifs, alors que c'est à partir de là que le travail commence. Il faut que le travail aille jusqu'au bout avec la sensibilisation des architectes, de tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, de tous ceux qui sont dans les marchés publics relatifs à la construction. Ce travail n'a été fait ni par l'État, ni par les organisations de la société civile culturelle concernées. Voilà. Alors donc, celui qui est dans son bureau, qui a déjà son salaire, peut-être qu'il est un peu moins concerné, mais celui qui doit vivre, quand nous sommes dans un tel décor-là, on sent que c'est très agréable d'être entouré d'objets d'art. Et on espère que ça va rester ici pour longtemps. Vous voyez, c'est la même chose. Il faut une société civile culturelle forte qui puisse porter des projets importants et qui puisse faire les plaidoyers nécessaires là où il faut et avec toute la détermination, toute l'endurance possible
pour faire bouger les lignes. Sinon, les agents publics qui arrivent à passer des messages, une fois que le message est passé, on a l'impression, en tout cas ils ont l'impression qu'ils ont atteint leurs objectifs, alors que rien n'a bougé. L'opérationnalisation, c'est la partie la plus difficile au Burkina apparemment. Et ça constitue un gros goulot d'étranglement apparemment. Là, c'est pour rebondir. La faute, c'est à la fois l'État, les fonctionnaires, mais surtout les acteurs culturels. Et quand j'étais directeur du cinéma, je recevais régulièrement la fêtière des cinéastes. C'est ce que je leur ai toujours dit. Les textes existent pour le développement de l'industrie du cinéma. L'administration a fait sa part et tous ces textes ont été conçus et réalisés avec l'apport des acteurs culturels, des acteurs du privé. Mais pour la mise en œuvre, il faut que vous vous organisez pour faire le lobbying, pour faire la pression entre guillemets. Et souvent, je prends même l'exemple de la Chambre de commerce pour leur montrer un peu comment la Chambre de commerce de Burkina a fait pour devenir aujourd'hui une des meilleures chambres de la sous-région. C'est simple. Parce que les opérateurs économiques, là, les industriels, les commerçants, ils ont décidé de s'unir et de se donner la main sur des points d'intérêt communs. Après, il y aura la concurrence, mais les points d'intérêt communs, c'est-à-dire je commande des marchandises en Asie, si ça arrive au port de Lomé, il faut un magasin de passage. Et ce magasin de passage, s'il est construit, c'est bon pour tous les opérateurs économiques. Ça, c'est un point d'intérêt commun. Donc, ils se battent pour ça. Donc, ils se sont tellement battus que aujourd'hui, toutes les ressources que l'État doit à la Chambre de commerce pour permettre le développement des activités des opérateurs économiques, c'est la Chambre de commerce qui perçoit directement. Quand vous commandez même un stylo qui vient de la France, ça passe par le magasin de la douane, vous allez payer quelque chose pour la Chambre de commerce. Vous commandez votre vieille voiture à Lomé. Dès le port de Lomé, vous payez la Chambre de commerce du Burkina. Voilà. Voilà. Donc, ça leur fait beaucoup d'argent et cet argent est réinvesti dans les points des centres d'intérêt commun pour faciliter donc le développement des activités économiques. Il faut que nous, les acteurs culturels, on s'organise, qu'on se mette ensemble pour demander la mise en œuvre de tous ces beaux textes-là qui sont là, qui existent. Voilà, pour pouvoir construire notre économie du cinéma. Sinon, pour l'instant, nous avons des subventions, on arrive à faire de beaux films qui font le tour des festivals et qui sortent au Burkina. Et après, le cinéaste, il se met à écrire encore pour demander de l'argent à la Suisse, demander de l'argent à l'OIF, demander de l'argent à l'Union européenne pour pouvoir faire un autre film. Alors que si on met en œuvre effectivement tous les mécanismes, les textes qu'on a mis en place là, on va arriver à faire en sorte que le Burkina finance lui-même peut-être à 70%, 90% la production cinématographique. Voilà. Parce que tous ces films qu'on produit aujourd'hui, je crois que vous avez parlé tantôt des retombées. Mais pour qu'il y ait des retombées, il faut que le public ait accès à ces films. Mais quand vous sortez un film au Burkina aujourd'hui, je pense que c'est les quelques salles de Ouaga. Et puis à Bobo, on se débrouille encore avec la Maison de la Culture, qui n'est pas une salle de cinéma. Exactement. Voilà. Donc, il n'y a pas de lieu de diffusion, il n'y a pas de lieu où le public peut avoir accès à ces œuvres-là. Et si le public n'a pas accès à ces œuvres, comment on gère les questions donc, de retour, les questions donc, de retombées? Pour le moment, les retombées qu'on a, c'est la reconnaissance du Burkina comme un pays de culture. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, quand on donne les résultats des financements, que ce soit à l'OIF, l'Union européenne ou ailleurs, vous trouverez toujours 1, 2, 3 Burkinabés qui sortent des films. Et ces films-là sont diffusés en Europe, en Amérique, dans les festivals en Afrique. Et on dit le Burkina, c'est un pays de cinéma. Et le Burkina est beaucoup plus connu par le cinéma que par autre chose. Voilà, donc ça, c'est une retombée très, très importante sur le plan de la diplomatie culturelle. Le Burkina arrive à aller en dialogue avec les autres peuples du monde à partir donc de notre culture. Ça, c'est important à souligner. Absolument. Et ce n'est pas négligeable. Par contre, il faut qu'on arrive à en faire une industrie, une économie qui crée des emplois et qui rapporte de l'argent
pour que demain, on ait des cinéastes et des comédiens qui sont milliardaires. Exactement. Voilà. Et si on a déjà cette force diplomatique, moi je dis que c'est une bonne base en principe pour pouvoir aller en faire un vrai business. Docteur, vous, comment vous voulez réagir sur la question? C'est-à-dire que le mot-clé que moi j'ai envie d'employer ici, c'est un manque de leadership transformationnel. Vous avez l'impression que ça fonctionne sur du classicisme, mais ça ne peut pas durer longtemps. Donc, ce secteur doit se réveiller parce que j'ai comme l'impression qu'à force de tout attendre de l'État, personne n'arrive à rien avoir. Et nous insistons encore pour la nécessité. Curieusement, c'est un secteur très bien organisé. Mais des acteurs engagés qui prennent, parce que cette loi dont il désirait parler tout à l'heure, normalement, de façon graduelle, on devrait faire un plan d'action pour une amélioration, une transformation des choses à la lumière de ce que la Chambre de commerce a fait. Oui. Et je crois que c'est un message qu'il faut leur lancer suffisamment fort, qu'ils ne peuvent pas s'asseoir et quelqu'un va faire tout à leur place. Bien sûr. Il y a un sacrifice forcément. Il y a aussi le niveau local, puisque nous sommes dans un contexte de la décentralisation, comme il parle des salles. Vous voyez, même cette jeunesse décentralisée a besoin de s'épanouir localement pour ne pas être obligé de venir en ville. Voilà. Bien sûr. Aujourd'hui, à défaut des loisirs, ils sont plongés dans la drogue comme canal d'évasion du quotidien. Et l'alcool relaté, c'est vraiment dommage. Et on en connaît les conséquences, autant sur leur vie individuelle que sur la société de façon générale. Donc au niveau local aussi, la mobilisation peut très bien se faire avec les collectivités et les acteurs locaux. Naturel. Donc si tout le monde se donne la main et perçoit, en tout cas, la pertinence et le bien fondé du rôle que ces expressions artistiques peuvent apporter à l'épanouissement de l'individu, je pense qu'on y arrivera. On espère bien. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vais te poser une dernière question pour un tour de table. Mais avant... oui, avant, je voulais juste revenir parce qu'il y a une question, je pense que je me sens aussi interpellé. Qu'est-ce qu'on y gagne? Parce que la coopération, aujourd'hui, si on demande qu'est-ce que la Suisse gagne en soutenant le secteur de la culture au Burkina, bon, indéniablement, on est tous d'accord que c'est une question de solidarité. Voilà, et parce qu'il y a des valeurs humaines qu'on veut permettre l'expression, et quels que soient vraiment les pays. Bon, au-delà même du fait qu'on est sous-développé ou pas, c'est déjà permettre qu'il y ait une expression des diversités. Et ça, c'est très important pour qu'on puisse entrer en dialogue, se comprendre, et c'est dans ces dynamiques-là qu'on peut cultiver la paix et la cohésion aussi bien au niveau national et entre les peuples. Mais il faut surtout insister sur le fait que ici, la coopération suisse, en tout cas dans une démarche, je l'avais dit tantôt, d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on n'a pas, par exemple, une filière particulière ou bien un secteur particulier de la culture et on dit, voilà, c'est ici la niche que la Suisse veut soutenir pour retirer quelque chose. Non. Et c'est pourquoi on a des approches qui sont, comme il le disait, un peu générales. On appuie le Fonds de développement culturel et touristique. On est bien conscient que c'est un secteur de souveraineté. Et donc, il faut permettre, moi je suis burkinabé, il faut permettre aux Burkinabés de s'exprimer. Et ce fonds fongible-là, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment un thème particulier. Voilà. On permet juste de travailler sur les mécanismes que nous voulons pérennes au niveau national. Que le fonds fonctionne mieux et à travers sa performance va attirer plus de ressources. Et notre dialogue, c'est de dire que l'État même doit être le premier à investir beaucoup plus pour garder le leadership sur le secteur de la culture. Vous savez, la Suisse a ce qu'on appelle la pratique de pourcent culturel. C'est-à-dire que là où il y a un bureau de coopération, il y a toujours 1% au moins qui est réservé pour soutenir les acteurs de la culture. Bon, c'est une pratique. Ça ne veut pas dire que c'est obligé, mais quand même, on pense que c'est une bonne pratique qu'il faut encourager. Et sur le plan du dialogue politique aussi, nous sommes aussi dans la dynamique, on a parlé tantôt de la société civile culturelle qui n'est pas très organisée. Et notre enjeu aussi, c'est de faire en sorte que cette société culturelle émerge. Aujourd'hui, nous avons la plateforme Plus Loin Ensemble, voilà, qui nous réunit aujourd'hui. C'est vraiment l'accompagnement de la Suisse
qui a permis à ces acteurs de se mettre ensemble, parce qu'on se dit que, bon, comme le disait l'écrivaine américaine Hélène Keller, ben, si tu es seul, tu peux faire si peu, mais ensemble, on peut faire beaucoup. Et donc, nous sommes convaincus que à travers ces acteurs-là, on doit pouvoir mener le dialogue au niveau national. Et la Suisse est vraiment dans le sens de dire qu'on accompagne ces acteurs pour qu'ils prennent la relève, pour qu'ils créent aussi cette collaboration intergénérationnelle, pour que la culture se porte mieux au Burkina Faso. Et on croise les doigts et on va travailler dur pour que la culture se porte mieux. Alors la dernière question, on va faire un vrai effort de courir après le temps pour que tout le monde puisse répondre à cette question. À quand une industrie culturelle autonome qui arrive à s'autofinancer au Burkina? Je recommence par vous, faire le Bon, merci. Je pense que... Ou est-ce que je suis utopiste? Je pense que ça dépend. C'est vraiment un débat qui est toujours ouvert. Parce que, comme l'a relevé déjà ceux qui m'ont précédé, il y a toujours en arrière-plan une organisation à avoir, une volonté et un engagement politique qui doit se traduire dans l'appui, l'accompagnement au secteur. Et c'est-à-dire, on peut dire oui, on veut faire en sorte que les acteurs de la culture soient autonomes, on peut leur donner les ressources, mais vous voyez bien que le retour... Il faut l'organisation parce que justement, on ne sait pas tout le temps très bien difficile. C'est très difficile. Donc, je pense que ici, c'est beaucoup plus dire qu'il faut toute une structure, une infrastructure qui accompagne cette dynamique-là pour qu'ils puissent avoir vraiment cette autonomie financière. Parce qu'aujourd'hui, dans le secteur de la culture au Burkina, on voit beaucoup plus une question de fragilité financière. Vous financez quelqu'un qui fait du théâtre, il finit, il a tout fait, il a tout investi. Il peut justifier aux partenaires techniques ou financiers les dépenses, mais le retour, les tickets qu'il vend, voilà, c'est très difficile. C'est très difficile. Et c'est pourquoi je termine par ça. Nous avons un plaidoyer pour qu'on ait une approche beaucoup plus spécifique pour appuyer les opérateurs culturels majeurs. Donc la Suisse est vraiment arrivée au point qu'on voit beaucoup de dépendance des financements souvent extérieurs, comme ça a été déjà relevé, alors qu'il y a du potentiel, il y a des acteurs, des opérateurs de la culture qui peuvent vraiment, s'ils bénéficient d'accompagnement conséquent, c'est-à-dire conséquent, quand on fait appel à projet, imagine par exemple, faire le dossier, il va se retrouver à 32 millions, vous voulez qu'il fasse quoi avec ça? Donc, c'est un peu ça le plaidoyer aussi que nous soutenons. Et à moyen long terme, il faut qu'on arrive à faire un financement conséquent qui est basé sur la gestion axée sur les résultats. Il ne s'agit pas de leur donner pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais qu'en contrepartie, qu'on voit qu'ils aident aussi le secteur à être plus dynamique au niveau national. Okay. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Parce que je pense que le sous-bassement est bien construit. D'accord. Il est bien construit et à partir de ce sous-bassement-là, maintenant, il reste une question d'organisation. Okay. Une question d'organisation entre l'État, les partenaires et puis la société civile culturelle. Okay. Si on arrive à bien s'organiser et à mettre en œuvre les mécanismes qui existent déjà, on va pouvoir mettre une brique sur l'autre et puis construire assez rapidement notre industrie culturelle. Et pour terminer, je dirais que en prenant le cas du cinéma, on pourra parler de cinéma africain seulement le jour où les cinémas nationaux seront développés. Il faut que dans chaque pays, on travaille au développement du cinéma national. Et à partir de cela, on tisse maintenant les liens de coopération culturelle, coproduction entre les pays. Comme ça, chaque pays profite du mécanisme de l'autre et après, ça facilite aussi la circulation des films dans la sous-région. Parce qu'il faut qu'on arrive à travailler donc par région, mais à partir d'un développement national. Et ça va nous faire une ouverture pour le public et puis le retour sur investissement. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il faut que, pour moi, d'ici 5 ans au maximum, on soit capable de financer nos films
à hauteur de 90%. Et l'apport des partenaires qui n'est pas négligeable, on pourra toujours continuer à l'utiliser, par exemple, dans d'autres secteurs, comme le renforcement des capacités, la formation des jeunes, etc. D'accord, donc organisation et autant à l'échelle nationale, régionale que continentale. Méthode et solidarité. Organisation, méthode, solidarité. J'espère que je l'avais dit, hein, on allait noter plein de choses, donc j'espère que c'est noté. Docteur Bankoua. Je vous remercie. Et à ce qui me concerne, cette perspective d'autonomisation de l'économie culturelle ne sera effective que si les acteurs, les premiers concernés, chargés vraiment de promouvoir la culture pour laquelle ils se sont engagés, changent de paradigme. Il faut minimiser, dans la mesure du possible, tout ce qu'on attend de l'État, avec la pensée forte et la conviction que si ils prennent eux-mêmes le problème en main, ils pourront jouer leur partition remarquablement. Et en ce moment, l'État spontanément se verra obligé de les accompagner. Donc c'est ce que moi je parle de changement de paradigme. Pour qu'on se rende compte que c'est nous d'abord, absolument, l'État ensuite et pas l'État d'abord. Sur cette la besoin d'un leadership transformationnel, comme je l'ai dit. Quelque chose doit être fait par les acteurs. Et on ne peut pas développer un leadership transformationnel si on n'a pas la foi en ce qu'on défend. Absolument. Voilà. L'énergie et la patience pour arriver à atteindre les résultats. Docteur Ouedraogo, il faut conclure. Oui, bon, je suis déjà parfaitement d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure sur ce plateau. Je voulais juste ajouter qu'il me semble que les questions de gouvernance culturelle sont au cœur de cette problématique-là. Et certains ont parlé d'organisation et autres. C'est vraiment ça le cœur du problème. Si on améliore la gouvernance du secteur de la culture, on va sentir des résultats sur la population, sur les créateurs, sur le bien-être général. J'ajouterai qu'il faut que nous travaillions aussi davantage sur la consommation. La consommation, c'est le dernier maillon. Pour qui est-ce que nous créons tout ça? Si on ne s'intéresse pas à ce dernier maillon et on ne travaille pas avec ce dernier maillon pour l'inciter à changer, elle a parlé de paradigme, hein, et il faut qu'on change de paradigme. On consomme plus facilement ce qui vient de l'extérieur que ce qui vient de chez nous. Évidemment, le cinéma, ça c'est l'exemple qui comment on dit ça? Illustre. Oui, qui illustre le contraire en fait de ce que je viens de dire. Mais dans beaucoup d'autres domaines, la musique et autres, vous voyez qu'on a des goûts totalement extravertis. Il faut qu'on arrive véritablement à travailler aussi sur les publics, sur les consommateurs, pour que de plus en plus le Burkinabé ait envie de se réenraciner dans sa culture et soit fier de consommer sa culture. Sinon, tout le reste là, ça va être bien beau, mais si le consommateur final ne se sent pas concerné, je crois qu'on aura dépensé beaucoup d'énergie pour rien. D'accord. Et justement, ce consommateur final-là a besoin d'une éducation à la base pour se familiariser à cette consommation, pour apprendre à apprécier ce qui lui revient de droit, parce que ça vient de lui, parce que ça le définit, parce que ça le caractérise et surtout parce que ça le distingue aux yeux du reste du monde. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour ce moment de partage. Je suis consciente que le temps était court et qu'on n'a pas pu aborder tous les aspects de la question, mais au moins on a touché du doigt certaines réalités et on espère que ça va inciter ceux qui nous regardent, les acteurs du secteur, à bouger, à se donner, à s'investir pour faire bouger les lignes. Parce que oui, on l'a entendu aujourd'hui, c'est possible, un secteur culturel autonome, fructueux, qui génère du revenu, qui crée de l'emploi et qui suscite de la fierté. C'est possible à condition qu'on y travaille. Eh bien, vous y êtes invités. C'était Culture et Développement pour ce numéro. On se dit à très vite prochainement avec un autre panel et un autre sujet sur la culture. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à notre panel. Au revoir.